Une adjointe et le shérif de la ville partirent pour leur patrouille de nuit en 1985 afin de suivre une piste de routine. Mais ils ne revinrent jamais au poste, donnant naissance à l'une des plus longues affaires de disparition du Texas. Puis, 16 ans plus tard, des randonneurs tombent sur des toilettes abandonnées dans les montagnes et regardent à l'intérieur. Ce qu'ils voient au fond de la fosse révèle que les enquêteurs avaient suivi la mauvaise piste depuis le début. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur les bâtiments usés de Presidio, au Texas, une ville frontalière isolée où le vaste désert de Chihuahua s'étendait à l'infini vers le Mexique. En 2001, la population de la ville atteignait à peine 3000 âmes, ce qui en faisait le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires de chacun et où les secrets avaient tendance à pourrir sous la chaleur. Le détective Simon Reyes était penché sur son bureau dans le petit commissariat, examinant les déclarations de témoins d'une récente affaire de disparition. Une jeune fille de 17 ans s'était volatilisée 3 jours auparavant et la piste se refroidissait déjà. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de sa tête tandis qu'il prenait des notes dans les marges, sa concentration si complète qu'il n'entendit pas les pas précipités dans le couloir jusqu'à ce que l'agent Martinez fasse irruption par sa porte. « Détective » halta Martinez, son uniforme humide de sueur malgré la climatisation. « Nous venons de recevoir un appel d'un garde forestier dans les montagnes de Chinati. Des randonneurs ont trouvé un corps. » Simon leva brusquement la tête. « Une autre fille disparue ?»« Non, monsieur. C'est un agent des forces de l'ordre. En uniforme. Le garde dit que le corps est là depuis longtemps, mais qu'il est bien conservé, trouvé dans de vieilles toilettes extérieures. » Simon se leva immédiatement, sa chaise raclant le sol en linoléum. Son esprit passait en revue les possibilités. « Apportez-moi le dossier sur la disparition en 1985 du shérif Ray Holbrook et de l'adjointe Lila Ortega. C'est la seule affaire que nous ayons avec des officiers disparus. Ça pourrait être lié. » Les yeux de Martinez s'élargirent de reconnaissance. Tout le monde au département connaissait cette affaire, c'était la plus célèbre affaire non résolue de Presidio. Tout de suite, détective. Alors que Martinez se précipitait dehors, Simon attrapa sa veste et descendit l'escalier. Le poste bourdonnait déjà d'activité, les officiers se déplaçant avec détermination, tandis que la nouvelle se répandait. Il aperçut la détective Cara Dupont, près de la machine à café et l'appela. « Cara, nous avons un corps dans les montagnes, possiblement lié à l'affaire Holbrook-Ortega. J'ai besoin de toi avec moi. » Dupont, une femme au regard perçant dans la quarantaine, posa immédiatement son café. « Je vais chercher mon équipement. » Simon se tourna ensuite vers 2 adjointes qui vérifièrent l'équipement près de l'armurerie. « Adjointe Carr, adjointe Moreau, vous venez aussi. » L'adjointe Debbie Carr, une blonde dans la mi-trentaine, leva les yeux avec surprise. L'adjointe Trish Moreau, légèrement plus jeune avec des cheveux auburn tirés en un chignon serré, échangea un regard avec sa collègue. Simon remarqua quelque chose passer entre elles, un éclair de malaise, peut-être même de peur. Il se souvenait maintenant, 16 ans plus tôt, lorsque le shérif Holbrook et l'adjointe Ortega avaient disparu, Debbie et Trish étaient de jeunes officières qui avaient témoigné de façon troublante. Elles avaient affirmé que le shérif Holbrook avait eu des comportements déplacés envers elles, faisant des avances non désirées et créant un environnement de travail hostile. Elles n'avaient pas parlé à l'époque, trop effrayées par d'éventuelles représailles, mais après la disparition du shérif avec l'adjointe Ortega, elles avaient finalement fait leur déclaration. La théorie dominante était que Holbrook avait enlevé Ortega, l'avait peut-être agressé ou tué, puis s'était enfui. Mais ni l'un ni l'autre n'avaient jamais été retrouvés. Le groupe se déplaça rapidement vers leur véhicule. Martinez réapparut avec une épaisse chemise Manila, le dossier de l'affaire non résolu. « Voici, détective, tout ce que nous avons sur la disparition de 1985. »« Monte, lui dit Simon, briefing en route. » Ils montèrent dans 2 voitures de patrouille, Simon et Martinez dans le véhicule de tête avec le dossier étalé sur les genoux de Martinez. Alors qu'ils quittaient le parking du poste et se dirigeaient vers les montagnes, le jeune officier commença à lire « Shérif Ray Holbrook, 42 ans au moment de la disparition, adjointe Lila Ortega, 25 ans. Il travaillait pendant le service de nuit du 15 octobre 1985, vu pour la dernière fois quittant le poste à 20h47 pour une patrouille de routine. Quand ils n'ont pas signalé leur position le matin, des équipes de recherche ont été déployées. Leur voiture de patrouille a été retrouvée abandonnée sur l'autoroute 67, clé encore dans le contact, aucun signe de lutte. Simon naviguait à travers la circulation clairsemée, son esprit élaborant déjà des scénarios. Et l'enquête ? Des recherches approfondies dans le désert environnant n'ont rien donné. Le FBI a été brièvement impliqué, suspectant un lien avec les cartels de drogue opérant dans la région. Les entretiens avec les habitants ont révélé que Holbrook et Ortega enquêtaient sur des rumeurs de filles disparues, peut-être liées à un trafic d'êtres humains connectés à des opérations transfrontalières.
La nuit de leur disparition, ils avaient apparemment prévu de vérifier un bar appelé The Dusty Spur Saloon, repère connu de camionneurs et de passeurs. Le paysage changeait à mesure qu'ils montaient dans les montagnes de Chinati, la végétation désertique cédant la place à un terrain rocheux ponctué de genévriers et de pins pignons. Simon prit son téléphone et composa un numéro qu'il avait gardé enregistré pendant 16 ans. « Madame Ortega ?» C'est le détective Simon Reyes du département de police de Presidio. La voix qui répondit était plus fragile qu'il ne s'en souvenait, vieillie par 16 années d'incertitude. « Madame, je vous appelle au sujet de l'affaire de votre fille. Nous avons trouvé des preuves qui pourraient être liées. Pouvez-vous venir aux montagnes de Chinati? J'enverrai des officiers pour vous escorter. » La voix de Marisol Ortega se brisa d'émotion. « Des preuves? Après tout ce temps? Est-ce que c'est Lila? » « Nous n'en sommes pas certains, madame, mais je voulais que vous le sachiez immédiatement. Les officiers vous expliqueront tout. » Après avoir terminé l'appel, ils suivirent les coordonnées fournies par le garde forestier, tournant sur une route de terre non entretenue qui montait plus haut dans les montagnes. Le terrain devenait de plus en plus accidenté, leurs véhicules rebondissant sur les rochers et les ravines. Finalement, ils aperçurent un camion du service des parcs et 2 silhouettes qui attendaient assis près d'un sentier. Le garde forestier qui les accueillit était un homme usé, dans la cinquantaine. « Détective Reyes, je suis Bill Hutchins. Les randonneurs sont juste sur ce sentier avec mon partenaire. C'est à environ 400 mètres de marche jusqu'aux toilettes. » Ils rassemblèrent leur équipement et suivirent Hutchins sur un sentier étroit qui semblait à peine utilisé. Le chemin était envahi par endroits, avec des roches détachées qui rendèrent la progression périlleuse. Après 10 minutes d'escalade, ils atteignirent une petite clairière où un autre garde forestier se tenait avec un couple âgé. Les toilettes en bois se dressaient au bord de la clairière, leurs planches grisées par l'âge. La porte pendait, ouverte, révélant l'intérieur sombre. La femme âgée, portant un équipement de randonnée coûteux, semblait pâle mais composée. Son mari, un homme en forme dans la soixante-dizaine, avait son bras autour de ses épaules. « Je suis le détective Reyes, dit Simon. Vous avez trouvé le corps ?» La femme acquiesça. « Je suis Ruth Donnelly, et voici mon mari Karl. Nous faisions de la randonnée, essayant un nouveau parcours, un terrain plus difficile. Vous savez comment c'est quand on atteint notre âge, on veut prouver qu'on est encore capable. » Elle parvint à esquisser un faible sourire. « J'avais besoin d'utiliser les toilettes après notre longue montée. C'est alors que j'ai fait tomber mes lunettes. » « Des lunettes bifocales sur ordonnance, ajouta Karl, 600 $. Ruth m'a appelé pour l'aider à les récupérer. » Ruth continua. Karl a utilisé un bâton pour essayer de les repêcher. La fosse était profonde, complètement sombre, puis il a vu quelque chose qui ressemblait à du cuir. Karl sortit son porte-clés, montrant une petite lampe LED attachée. « Je porte toujours ceci, vieille habitude de mes jours d'ingénieur. Quand j'ai éclairé là-dedans, j'ai pu voir que c'était une botte, avec un pied encore à l'intérieur. Nous sommes immédiatement allés chercher les gardes, dit Ruth. Nous n'avons rien touché d'autre. » Le garde Hutchins s'avança. « Quand je suis arrivé, nous avons soigneusement retiré le siège des toilettes pour avoir une meilleure vue. C'est alors que nous avons vu l'uniforme, l'insigne et ce qui semble être une arme de service. Nous n'avons pas perturbé la scène au-delà de cet examen initial. » Simon s'approcha des toilettes avec Dupont, tous deux enfilant des gants en latex. La structure était typique des installations isolées. Une simple boîte en bois avec un siège au-dessus d'une fosse profonde. Mais lorsqu'ils scrutèrent l'obscurité en dessous, la lampe de poche de Simon illumina quelque chose qui lui coupa le souffle. Le corps était partiellement visible parmi les couches de déchets desséchés. Les conditions sèches de la montagne avaient momifié des parties des restes, préservant des détails qui auraient dû être perdus avec le temps. Un uniforme de shérif était clairement visible, avec un insigne terni et la crosse d'un revolver dépassant d'un étui en cuir. « Nous devons sortir le corps, dit Simon. Appelez une équipe médico-légale et des ouvriers avec l'équipement approprié. Nous devrons démonter une partie de la structure. » En attendant le personnel supplémentaire, Simon interrogea les gardes sur l'histoire des toilettes. « Ce sentier a été officiellement abandonné en 1992, expliqua Hutchins. Formation rocheuse instable, risque de glissement de terrain, nous avons cessé de l'entretenir, y compris ces toilettes. Honnêtement, je suis surpris que ces gens aient réussi à monter jusqu'ici. Les marqueurs de sentier ont été retirés il y a des années. Nous l'avons vu sur une vieille carte topographique, admit Karl. Nous pensions que ce serait une aventure. L'équipe médico-légale arriva dans l'heure avec des ouvriers portant des outils et des équipements de protection. Ils démontèrent soigneusement le plancher en bois autour du siège des toilettes, créant une plus grande ouverture. Le processus était lent et méticuleux, chaque planche retirée avec soin pour préserver toute preuve potentielle. Lorsqu'ils extrairent finalement le corps, l'équipe médico-légale fut stupéfaite de son état. Dr Patricia Chen, le médecin légiste, s'accroupit à côté des restes. Les conditions arides ici, combinées à l'environnement anaérobie dans une fosse scellée, ont créé des conditions parfaites pour une momification partielle.
Les couches de déchets se sont déposées et compostées au fil des années, aidant en fait à préserver certains tissus. Elle examina soigneusement l'insigne, utilisant une brosse douce pour éliminer les débris. Le numéro est encore lisible. Elle le lut à haute voix et Simon sentit son estomac se nouer tandis que Martinez le vérifiait dans le dossier de l'affaire. C'est le numéro d'insigne du shérif Holbrook, dit Martinez, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Les implications frappèrent tout le monde simultanément. Si c'était le shérif Holbrook, alors tout ce qu'ils avaient cru au sujet de l'affaire était faux. Simon remarqua que les adjointes Carr et Morrow se tenaient à l'écart du groupe, toutes deux visiblement secouées. Des larmes coulaient sur le visage de Debbie, et Trish avait les bras enroulés autour d'elle-même comme si elle avait froid malgré la chaleur de l'après-midi. Le bruit d'un autre véhicule arrivant attira l'attention de Simon. Marisol Ortega émergea d'une voiture de patrouille, soutenue par un jeune officier. 16 ans d'espoir et de crainte l'avaient devieilli, mais ses yeux étaient encore vifs, toujours en quête. Quand elle vit Simon, sa main vola à sa bouche. Simon la rencontra avant qu'elle ne puisse approcher la scène. « Madame Ortega, je dois vous préparer. Nous avons trouvé un corps, mais ce n'est pas Lila. » L'espoir et le désespoir se disputaient dans son expression. « Pas Lila? Alors qui ?» « Il semble que ce soit le shérif Holbrook. Il est resté ici dans ses toilettes, probablement depuis la nuit de leur disparition. » Les jambes de Marisol cédèrent et Simon l'aida à s'asseoir sur un rocher. « Si cela est arrivé à Ray, alors qu'est-il arrivé à mon bébé? Mon Dieu, que pourrait-il lui être arrivé? » « Cela change tout sur l'affaire, maudit doucement Simon. Nous ne savons pas qui a fait ça. Ça pourrait avoir été quelqu'un d'autre entièrement, ou ça pourrait avoir été... » Il hésita, ne voulant pas exprimer la possibilité que Lila ait pu être impliquée. « Non, » dit fermement Marisol, lisant dans ses pensées. « Ma fille était une bonne officière. Elle avait un cœur généreux et croyait en la justice. Si quelque chose, elle est une autre victime. Quelqu'un leur a fait ça à tous les deux. » Simon se tourna vers les gardes forestiers. « Combien de toilettes comme celle-ci sont dispersées dans ces montagnes ?» Hutchins réfléchit un moment. Sur les sentiers abandonnés, peut-être une douzaine dans un rayon de 8 km, plus si vous comptez celles sur les sentiers actifs. Je veux des équipes de recherche qui vérifient chacune d'entre elles, ordonna Simon. Si quelqu'un a déposé un corps ici, ils ont peut-être utilisé d'autres sites. Cette personne ou ce groupe connaissait la région, savait que ces toilettes étaient abandonnées et rarement accessibles. Ils étaient assez désespérés pour utiliser cette méthode au lieu d'enterrer correctement le corps. Il étudia à nouveau la scène. Peut-être pensait-il que la fosse serait vidée et déplacée le lendemain, que le corps disparaîtrait dans le système de gestion des déchets. Mais le sentier a été abandonné, donc cela ne s'est jamais produit. L'équipe médico-légale emballait soigneusement les preuves, prélevant des échantillons malgré la contamination. Simon remarqua que les adjointes Carr et Morrow se tenaient toujours à l'écart, se tenant mutuellement et pleurant. « Excusez-moi, dit-il à Marisol, puis s'approcha des deux adjointes. « Vous allez bien ?» Debbie essuya ses yeux. « C'est juste, le voir comme ça. Même après ce qu'il nous a fait, à quel point il était inapproprié. Personne ne mérite ça. »« C'est un choc, » ajouta Trish, sa voix tremblante. « Ça ramène tous ses souvenirs. » Simon les étudia attentivement. Quelque chose semblait étrange dans leur réaction, mais il ne pouvait pas identifier quoi. « Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous toutes les deux? Prenez quelques jours pour digérer tout ça. Je vous contacterai si nous avons besoin de quoi que ce soit. » Elles acquiescèrent avec gratitude et descendirent le sentier avec un autre officier. Simon retourna aux côtés de Marisol. « Nous fouillons minutieusement la zone, » l'assura-t-il. « Nous ne cesserons pas de chercher Lila. » Marisol se leva lentement, vieillie au-delà de ses années. « Après ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que je dois me préparer. 16 ans, sans savoir. Peut-être est-il temps de lâcher prise. Si quelque chose de similaire est arrivé à Lila, je ne sais pas si je veux la voir comme ça. Je veux me souvenir d'elle telle qu'elle était. » « Je comprends, » dit Simon. « Laissez-moi vous ramener chez vous personnellement. La détective Dupont peut gérer les choses d'ici. » Dupont acquiesça. « Je m'en occupe, Simon. Prenez votre temps. » Simon rassembla le dossier de l'affaire et les sacs de preuves, donna des instructions finales aux équipes de recherche, puis aida Marisol à descendre le périlleux sentier. Derrière eux, les toilettes abandonnées se dressaient comme un sinistre monument à des secrets enterrés mais non oubliés, et les montagnes gardèrent leur silence sur les autres horreurs qu'elles pourraient dissimuler. Après avoir déposé Marisol Ortega à sa modeste maison du côté sud de Presidio, le détective Simon Reyes retourna au poste en traversant des rues vides. La ville semblait encore plus calme que d'habitude, comme si la découverte dans les montagnes avait jeté un voile sur tout. L'horloge du tableau de bord indiquait 19h23 lorsqu'il se gara dans le parking du poste. À l'intérieur, l'équipe du soir avait pris le relais, mais l'énergie de la journée persistait sous forme de rapports tachés de café et de notes éparpillées sur les bureaux. Simon s'installa à son bureau avec le dossier Holbrook-Ortega, étalant 16 ans de documents accumulés sur la surface. Sous les dures lumières fluorescentes, il commença à tout revoir avec un regard neuf.
La découverte du corps de Holbrook changeait toute la narration. Et si Lila Ortega n'avait pas été une victime? Et si elle avait été impliquée dans la mort du shérif? Mais elle aurait eu besoin d'aide. Une jeune adjointe n'aurait pas pu agir seule, surtout pas contre un homme de la taille et de l'expérience de Holbrook. Simon traça du doigt la chronologie qu'ils avaient reconstruite en 1985. Le shérif Holbrook et l'adjointe Ortega enquêtaient sur des rumeurs de filles disparues depuis des semaines avant leur disparition. 3 jeunes femmes du comté de Presidio s'étaient volatilisées au cours de l'été 1985, toutes supposées être liées aux opérations des cartels le long de la frontière. Les notes d'enquête montraient une urgence croissante dans les semaines précédant la disparition. Il trouva les déclarations de témoins du Dusty Spur Saloon. La nuit du 15 octobre 1985, Holbrook et Ortega étaient arrivés vers 21h30. Le barman de l'époque, un certain Miguel Vasquez, les avait servis et se souvenait qu'il posait des questions sur les camionneurs qui fréquentaient l'établissement. Personne n'avait signalé avoir vu une confrontation ou un comportement suspect. La dernière observation confirmée était à 23h15 lorsqu'ils avaient déréglé leur addition et étaient repartis. Simon se frotta les yeux fatigués. En 1985, il n'y avait pas de caméra de sécurité pour vérifier les mouvements, pas de relevé de téléphones portables à suivre. L'enquête s'était entièrement appuyée sur les témoignages et maintenant il se demandait à quel point ils avaient été fiables. Les motels environnants avaient été examinés, mais personne n'avait signalé avoir vu le shérif et l'adjointe s'enregistrer quelque part. Aucun signe d'embuscade sur l'autoroute ou leur voiture de patrouille avait été retrouvé. C'était comme s'ils s'étaient simplement évanouis dans la nuit du désert. Le bruit de pas le fit lever les yeux. La détective Cara Dupont se tenait dans l'encadrement de sa porte, la fatigue évidente dans sa posture. « Les gardes ont fini de vérifier les autres toilettes », rapporta-t-elle, se laissant tomber dans une chaise en face de son bureau. « Rien. S'il y a d'autres corps là-bas, ils ne sont pas dans les installations abandonnées. » Simon se pencha en arrière, sa chaise grinçant. « 16 ans, Cara. Holbrook est resté dans cette fosse pendant 16 ans pendant que nous le cherchions au mauvais endroit. L'équipe médico-légale traite encore la scène. Ils vont y passer la majeure partie de la nuit. » Dupont jeta un coup d'œil à sa montre. « En parlant de ça, il est plus de 8 heures. Tu devrais rentrer chez toi, te reposer. Nous pouvons reprendre l'affaire à frais demain matin. »« Je vais rester encore un peu, » dit Simon, faisant un geste vers les dossiers. « J'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose. » Dupont se leva, s'étirant. « Ne reste pas trop tard. Cette affaire a attendu 16 ans. Elle peut attendre une nuit de plus. » Après son départ, Simon continua sa lecture, mais les mots commencèrent à se brouiller. Son estomac grogna, lui rappelant qu'il avait sauté le déjeuner dans la précipitation vers les montagnes. Le poste était devenu silencieux, seulement le répartiteur de nuit et quelques agents de patrouille restaient. Il admit finalement sa défaite, fermant les dossiers et les verrouillant dans le tiroir de son bureau. Il descendit au laboratoire médico-légal où les techniciens cataloguaient encore les preuves de la scène. « Je vais chercher quelque chose à manger », leur dit-il. « Appelez-moi si vous trouvez quelque chose de significatif. » Dehors, la soirée d'octobre s'était considérablement rafraîchie. Simon s'assit dans sa voiture un moment, considérant ses options. Il pouvait aller à son endroit habituel, le Murphy's Diner, ou son regard dériva vers l'est de la ville, où le Dusty Spur Saloon fonctionnait encore après toutes ces années. La curiosité l'emporta. Il démarra le moteur et traversa les rues tranquilles, passant devant des magasins fermés et des maisons faiblement éclairées jusqu'à ce qu'il atteigne le bar. Le parking contenait une collection de semi-remorques et de camionnettes, animées mais pas bondées. L'enseigne au néon clignotait sporadiquement, projetant des ombres rouges et bleues sur le gravier. À l'intérieur, l'atmosphère n'avait pas beaucoup changé depuis sa dernière visite des années auparavant. De la musique country jouait depuis un vieux jukebox et l'air sentait la bière et la nourriture frite. Les camionneurs occupaient la plupart des tables, des cartes et des paperasses étalées entre les bouteilles de bière. Simon prit place au bar, notant comment les conversations se calmaient légèrement à son entrée. Son uniforme de détective le rendait visible, mais il ignora l'attention. Le barman qui s'approcha de lui était jeune, peut-être dans la mi-vingtaine, avec des cheveux lissés en arrière et des yeux nerveux. Pas le Miguel Vasquez des dossiers de l'affaire. « Que puis-je vous servir, officier ?»« Détective », corrigea Simon. « Bourbon sec, et un hamburger si la cuisine est encore ouverte. »« Bien sûr ?» Tandis que le barman versait son verre, Simon demanda avec désinvolture « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« Environ 3 ans. Pourquoi ?»« Simple curiosité. Je me demandais au sujet du barman précédent, Miguel Vasquez. Le dossier dit qu'il était ici dans les années 80. » La main du jeune homme s'arrêta juste un instant. « Miguel, il a quitté son poste il y a environ 10 ans. Un jour, il est simplement parti. Vous savez où il est allé ? Personne ne sait. Il a déménagé de son appartement sur Elm Street, n'a pas laissé d'adresse. Le propriétaire a essayé de le retrouver pour son dernier chèque de paie, mais c'était comme s'il s'était volatilisé.
Le barman fit glisser le bourbon sur le comptoir. « Je vais m'occuper de ce hamburger pour vous. » Simon sirotait son verre et scrutait la salle. La plupart des camionneurs ressemblaient à des chauffeurs longue distance, le genre qui traversait régulièrement la frontière. Quand le barman revint, Simon demanda « Ces gars viennent surtout du Mexique ?» La réponse du barman fut évasive. « Certains du Mexique, d'autres d'ici. Nous avons des camions des entreprises de produits agricoles, des usines de fabrication, ce genre de choses. » Mais Simon remarqua comment les yeux de l'homme se dirigeaient vers une table dans le coin, où 4 hommes étaient penchés sur leur bière. Il remarqua aussi comment plus de clients continuaient à le regarder, surtout ceux qui étaient arrivés après lui. Le poids de leur regard faisait dresser les cheveux sur sa nuque. Simon termina son repas, laissa de l'argent sur le bar et se dirigea vers la porte. Alors qu'il la poussait, il jeta un regard en arrière et vit le barman encore en conversation à voix basse avec les hommes à la table du coin, tous le regardant partir. Dans sa voiture, Simon s'assit un moment, traitant ce qu'il avait observé. Le Dusty Spur était plus qu'un simple bar de camionneurs, c'était un point de connexion pour quelque chose et sa présence avait clairement perturbé quel que soit le délicat écosystème qui existait là. Il démarra le moteur, se sentant mal à l'aise alors qu'il quittait le parking, planifiant déjà de revenir avec des renforts pour poser des questions plus pointues. Dans sa voiture, Simon alluma la lumière intérieure et attrapa le dossier de l'affaire qu'il avait apporté. Il feuilleta les déclarations de témoins jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. L'ancienne adresse de Miguel Vasquez de 1985. Le barman vivait au 59 Cedar Avenue, du côté est de la ville, pas loin du bar. Demain, il vérifierait cela avec Dupont, verrait si des voisins se souvenaient de lui ou savaient où il était allé. Mais maintenant, l'épuisement s'installait. L'adrénaline de la découverte dans la montagne s'était dissipée, le laissant se sentir vidé. Simon quitta le parking du Dusty Spur et tourna vers l'ouest en direction de chez lui. Les rues étaient presque vides à cette heure, juste une camionnette occasionnelle ou une camionnette de livraison tardive. Il avait conduit environ 3 km lorsqu'il remarqua les phares dans son rétroviseur. Une berline sombre, peut-être une Ford ou une Chevy, gardant la même distance à environ 3 longueurs de voiture derrière. Rien d'inhabituel à cela. C'était une route principale à travers la ville. Mais quand Simon tourna à gauche sur Mesquite Street, la berline tourna aussi. Un autre virage à gauche sur Third Avenue et à nouveau la voiture suivit. Ses mains se resserrèrent sur le volant. 3 virages pouvaient être une coïncidence. Il fit un brusque virage à droite sur Desert View Road sans signaler. Le clignotant de la berline s'alluma et elle suivit. Le pouls de Simon s'accéléra. 20 ans de travail policier lui avaient appris à faire confiance à ses instincts. Et maintenant, chaque instinct criait qu'il était suivi. Il pouvait appeler des renforts, mais que signalerait-il? Une voiture qui prenait par hasard le même itinéraire, il devait en être sûr. La station Chevron sur Palm Street était encore ouverte, ses lumières blanches crues créant une île de luminosité dans l'obscurité. Simon tourna brusquement dans le parking sans signaler, s'arrêtant à une pompe comme s'il avait besoin d'essence. Il surveillait attentivement ses rétroviseurs. La berline ralentit en approchant de la station, puis continua sans y entrer. Simon aperçut le conducteur, un homme hispanique, casquette de baseball baissée, visage obscurci. La voiture était une Chevrolet Malibu bleu foncé, modèle de la fin des années 90. Il ne pouvait pas distinguer la plaque d'immatriculation dans l'obscurité. Simon resta à la pompe pendant 5 minutes, faisant semblant de vérifier son téléphone tout en surveillant la route. Quand la Malibu ne revint pas, il se détendit légèrement. La paranoïa due au bar, probablement. La façon dont ses camionneurs l'avaient de regarder l'avait mis sur les nerfs. Il revint sur Palm Street et continua vers chez lui, prenant son itinéraire habituel maintenant. Mais 10 minutes plus tard, alors qu'il tournait dans sa propre rue, son souffle se coupa. La voilà, la même Malibu bleu foncé, garée 3 maisons plus bas que la sienne. Les lumières étaient éteintes, le moteur silencieux. Simon ralentit sa voiture de patrouille, étudiant la maison où la berline était garée. Numéro 47, Cedar Avenue. Toutes les fenêtres étaient sombres, pas de lumière de porche, aucun signe de vie. Il baissa sa vitre, à moitié, écoutant les sons de la nuit, grillons, un chien qui aboie au loin, le bourdonnement des climatiseurs. Puis, perçant le calme, vint le bruit aigu de verre brisé suivi d'un cri étouffé. Cela semblait venir de l'intérieur de la maison obscure. Simon saisit sa radio. Unité 23 à la répartition. Je suis au 47 Cedar Avenue. J'ai entendu des bruits de verre brisé et des cris de l'intérieur de la résidence. Je procède à un contrôle de bien-être. Compris, unité 23, renfort disponible si nécessaire. En attente, répondit Simon, bien qu'il sût que l'unité de patrouille la plus proche était probablement à 15 minutes. Il s'approche de la porte d'entrée, la main reposant sur son arme de service mais sans la dégainer. La sonnette ne produisit aucune réponse, alors il frappa fermement. « Police, tout va bien là-dedans ?» Des pas s'approchèrent de l'intérieur et la porte s'ouvrit pour révéler un homme dans la quarantaine, hispanique, portant un jean et un maillot de corps blanc.
Simon ne le reconnut pas, mais ce n'était pas inhabituel. Presidio s'était un peu développé ces dernières années. « Bonsoir, officier, » dit l'homme, sa voix calme mais ses yeux méfiants. « Tout va bien ici. »« J'ai entendu du verre se briser et quelqu'un crier, » dit Simon. « Puis-je demander ce qui s'est passé ?» Les épaules de l'homme se détendirent légèrement. « Oh, ça! J'ai renversé le vase de ma femme, celui que sa mère lui a donné. Elle était assez contrariée à ce sujet. Vous savez comment sont les femmes avec leurs affaires. Votre femme est-elle à la maison ? J'aimerais lui parler, m'assurer que tout va bien. Elle est dans la salle de bain en train de nettoyer. Elle a un peu pleuré au sujet du vase. Ça signifiait beaucoup pour elle. » L'homme n'avait pas bougé de l'entrée, son corps bloquant la vue de Simon à l'intérieur. Simon essaya de regarder derrière lui dans la maison. L'intérieur était sombre, mais il pouvait distinguer des formes dans ce qui semblait être le salon. Là, sur le canapé, était-ce une personne assise ? La silhouette était immobile, mais elle semblait définitivement humaine. « Monsieur, qui d'autre est dans la maison avec vous ? » ?»« Juste moi et ma femme. Comme je l'ai dit, elle est dans la salle de bain. » Mais la silhouette sur le canapé n'avait pas bougé. Les instincts de Simon lui criaient à nouveau, mais il était seul, sans renfort, et techniquement n'avait pas de motif probable pour forcer l'entrée. Un vase brisé et une dispute conjugale n'étaient pas des crimes. Il activa sa radio, gardant les yeux sur l'homme. Répartition unité 23. Le résident signale la casse accidentelle d'un vase. La situation domestique semble sous contrôle. Je me retire. Compris, unité 23. Simon recula de la porte. Très bien, monsieur, désolé de déranger votre soirée. Passez une bonne nuit. Vous aussi, officier, dit l'homme, refermant déjà la porte. Simon retourna à sa voiture de patrouille, tous ses nerfs à vif. Il s'assit derrière le volant un moment, puis sortit son téléphone portable et appela le numéro personnel de Dupont. Simon, sa voix était somnolente. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Désolé de te réveiller, Cara. J'ai une situation. » Il expliqua rapidement sa visite au bar, avoir été suivi, et l'étrange rencontre à la maison. Quelque chose ne va pas. Cette silhouette sur le canapé, si la femme était dans la salle de bain, qui était-ce ? Dupont était maintenant complètement réveillé. « Tu penses que c'est lié à l'affaire Holbrook ? Le timing est trop coïncident. Je me présente au bar où Holbrook a été vu pour la dernière fois, et soudain je suis suivi. Et cette maison ? » Il fit une pause, se souvenant de quelque chose. « Attends, l'adresse est 47 Cédar Avenue. L'ancien barman vivait au 59 Cédar, même rue. Ça pourrait être une coïncidence. Dans cette ville ? Nous savons tous les deux que c'est peu probable. » Simon démarra son moteur. « Peux-tu me rejoindre ? Je veux patrouiller dans cette zone ce soir. Garder un œil sur les choses. Donne-moi 15 minutes. Où ? À la station Chevron sur Palm Street. Je t'attendrai là-bas. J'arrive. » Simon conduisit la courte distance jusqu'à la station-service, se garant où il pouvait surveiller la route. La Malibu bleue avait disparu de Cedar Avenue quand il était parti, mais il avait le sentiment qu'elle réapparaîtrait. Quoi qu'il ait découvert au Dusty Spur, quelqu'un ne voulait clairement pas qu'il creuse plus profondément. 12 minutes plus tard, le véhicule personnel de Dupont entra dans la station. Elle était vêtue d'un jean et d'une veste, son arme de service visible dans un étui d'épaule. Elle monta dans sa voiture de patrouille, apportant l'odeur du café avec elle. « Je t'en ai apporté un aussi, » dit-elle, lui tendant un gobelet de voyage. « J'ai pensé que nous aurions besoin de caféine si nous faisions un quart de nuit improvisé. » Simon l'accepta avec gratitude. « Merci. Quelque chose se passe, Cara, je peux le sentir. »« Alors découvrons ce que c'est, » dit-elle, vérifiant son arme. « Par où commençons-nous ?»« Cedar Avenue, » dit Simon, mettant la voiture en marche. « Je veux jeter un autre coup d'œil à cette maison. » Depuis la station Chevron, le détective Simon et Dupont retraversèrent les rues silencieuses vers Cedar Avenue. L'horloge du tableau de bord indiquait 22h47, et la plupart de Presidio s'étaient installés pour la nuit. Alors qu'ils approchèrent de la maison où Simon avait effectué le contrôle de bien-être, il ralentit la voiture de patrouille. « C'est étrange, » murmura-t-il. La Malibu bleu foncé qui était garée dehors avait disparu. La maison au 47 Cédar se dressait complètement sombre et silencieuse, comme si elle était abandonnée. Simon se gara de l'autre côté de la rue, étudiant la rangée de maisons. Quelque chose le tracassait alors qu'il regardait les numéros d'adresse. « Cara, l'adresse de l'ancien barman était 59 Cedar Avenue. Mais regarde les maisons. » Ils scrutèrent tous deux la rue. Numéro 45, 47, 49, 51, puis un écart où 53 à 57 devrait être, sautant directement à 61. « Il n'y a pas de 59, observa Dupont, ce n'est pas normal. Jetons un coup d'œil de plus près. » Ils sortirent du véhicule, lampe de poche à la main. L'air nocturne était frais et calme, portant la faible odeur de créosote du désert. Simon s'approcha de la maison qui aurait dû être dans la plage 59 d'après sa position. C'était la même maison sombre où il avait fait le contrôle de bien-être. « Regarde ça !» dit Simon, éclairant le numéro de la maison avec sa lampe. Le 47 semblait plus neuf que la peinture environnante, et en regardant de plus près, il pouvait voir de faibles contours où d'autres numéros avaient été autrefois. Ce numéro a été changé. Récemment, d'après l'apparence,
Dupont contacta le poste par radio. Répartition, nous avons besoin d'une vérification des registres de propriété sur Cédar Avenue, spécifiquement ce qui devrait être le 59 Cédar. Le numéro actuel indique 47, mais il semble avoir été modifié. En attendant que la répartition réponde, ils commencèrent à vérifier le périmètre de la maison. Aucune lumière ne brillait à travers les fenêtres, aucun son de l'intérieur. L'absence de la Malibu suggérait que quiconque avait été là était parti en hâte. Simon appela Dupont depuis le côté de la maison, « Par ici ». Elle était accroupie près de la terrasse, examinant quelque chose près d'un pot en céramique vide. Simon la rejoignit et elle pointa avec sa lampe de poche. Une petite épingle décorative gisait dans la terre, un papillon argenté avec de minuscules strass. Ils enfilèrent tous deux des gants en latex. Dupont ramassa soigneusement l'épingle, la tournant dans la lumière. « J'ai vu l'adjointe Déby porter ceci. Elle a toute une collection de ces épingles papillons. Elle en porte une différente chaque jour. »« Tu es sûr ?» demanda Simon, bien qu'il ressentît déjà une froide certitude s'installer dans son estomac. « Positive. Elle me les a montrées une fois, a dit que sa grand-mère avait commencé la collection pour elle. » Le visage de Dupont était sinistre. « Que ferait Déby ici ?» Simon scella l'épingle dans un sac à preuves. « Ne tirons pas de conclusion hâtive, essaie de l'appeler. » Dupont sortit son téléphone et composa le numéro. Après un moment, elle secoua la tête, directement sur la messagerie vocale. « Et c'est triche. » Même résultat, messagerie vocale. La répartition grésilla dans leur radio. Unité 23, les registres lui montrent que le 59 Cédar Avenue était enregistré pour la dernière fois à Miguel Vasquez en 1985. Les registres de propriété après 1991 deviennent flous, possiblement en raison d'une erreur de classement. Le résident actuel à l'adresse maintenant indiquée comme 47 est listé comme Juan Delgado, emménagé il y a 3 mois. 3 mois, assez récent pour être suspect, surtout étant donné le changement de numéro de maison. Cara, nous devons vérifier Triche et Déby, décida Simon. Triche vit plus près, à environ 6 pâtés de maison d'ici sur Sage Street. Ils se précipitèrent vers la voiture de patrouille. Le trajet ne prit que quelques minutes, mais le malaise de Simon grandissait à chaque pâté de maison. Quand ils tournèrent sur Sage Street, ils pouvaient voir la petite maison adobe de Trish Morrow à mi-chemin. La lumière du porche était allumée, mais quelque chose n'allait pas avec la porte d'entrée. « La porte est entr'ouverte », nota Dupont. Ils se garèrent et s'approchèrent prudemment, les mains sur leurs armes. La porte d'entrée était en effet ouverte d'environ 15 cm, se balançant légèrement dans la brise nocturne. Simon pouvait voir l'obscurité au-delà. « Adjointe Moreau » appela-t-il. « Triche, c'est le détective Reyes. Tout va bien ?» Pas de réponse. Ils échangèrent des regards, puis Simon poussa la porte plus largement avec sa lampe de poche. Le faisceau attrapa immédiatement des taches sombres sur le sol carrelé de l'entrée. Du sang. Répartition, nous avons une scène de crime possible au 312 Sage Street, signala Simon par radio. Preuve de sang visible, demande de renfort et d'experts médico-légaux. Compris, unité en route. Ils entrèrent prudemment, armes dégainées maintenant. La trace de sang menait de l'entrée au couloir, des gouttelettes et des traînées, suggérant que quelqu'un avait été traîné. La maison était silencieuse, sauf pour le tic-tac d'une horloge quelque part dans l'obscurité. Suivant la piste, ils vérifièrent méthodiquement chaque pièce. Salon, vide, mais une lampe était renversée. Cuisine, vaisselle dans l'évier, aucun signe de lutte. La trace de sang menait à la chambre principale. La chambre avait clairement vu de la violence. La literie était tordue et partiellement arrachée du matelas. Plus de sang sur le tapis, et la porte coulissante en verre vers la petite cour arrière était ouverte. Mais pas de corps, pas de triche. Elle s'est battue, observa Dupont, notant les meubles dérangés. N'est pas partie tranquillement. Simon rengaina son arme et essaya d'appeler à nouveau les 2 adjointes. Toujours rien que la messagerie vocale. Les unités de renfort qui arrivaient commencèrent à sécuriser la scène tandis que les experts médico-légaux commençaient à traiter les preuves de sang. « C'est lié à ce matin », dit Simon, faisant les 100 pas dans le salon pendant que les techniciens de la scène de crime travaillaient. « Nous trouvons le corps de Holbrook et la même nuit, les 2 adjointes qui ont témoigné contre lui il y a 16 ans disparaissent. »« Le barman », dit soudainement Dupont. « Tu as dit qu'il parlait avec des camionneurs quand tu es parti. » L'esprit de Simon s'emballa. C'est vrai, il chuchotait avec un groupe à une table du coin me pointant du doigt, et ces camionneurs, il saisit sa radio. Répartition détective Reyes, j'ai besoin d'un avis de recherche immédiat et d'une fermeture de route à toutes les sorties de la ville. Aucun camion, je répète, aucun camion, commercial ou autre, ne doit quitter Presidio jusqu'à nouvel ordre. C'est une demande importante, détective, répondit la répartition. Nous aurons besoin. Nous avons 2 officiers disparus et un lien potentiel avec un trafic organisé, coupa Simon. Faites-le. Établissez des points de contrôle sur les routes 67, 170 et chaque route de campagne menant à l'extérieur. Rien ne bouge sans inspection. Compris, détective, mise en œuvre immédiate. Simon se tourna vers Dupont. Ces camionneurs au bar savent quelque chose, et s'ils essayent de quitter la ville avec Déby et Triche,
Alors nous devons agir vite, termina Dupont. Le Dusty Spur ? Le Dusty Spur, confirma Simon. Ils laissèrent la scène de crime aux mains des autres officiers et se précipitèrent vers leur voiture de patrouille. Le temps pressait et quelque part dans la nuit, 2 des leurs étaient en danger. Le lien entre la découverte du matin et les événements de cette nuit devenait plus clair, mais Simon craignait qu'il ne soit déjà trop tard. Le parking du Dusty Spur était encore à moitié plein quand Simon et Dupont arrivèrent, les lumières de leur voiture de patrouille perçant l'obscurité. À travers les vitres crasseuses du bar, ils pouvaient voir les clients se retourner pour regarder, les conversations mourant au milieu des phrases. L'arrivée de la police à cette heure signifiait des problèmes. Simon poussa la porte en premier, Dupont juste derrière lui. Le jukebox jouait un vieux morceau de Willie Nelson, mais l'atmosphère avait complètement changé depuis sa visite précédente. Les camionneurs étaient à pencher sur leur bière, évitant le contact visuel. Plusieurs hommes, près de la sortie arrière, s'agitaient nerveusement. Le jeune barman essuyait des verres, essayant d'avoir l'air occupé et indifférent. Ses mains tremblaient légèrement quand il vit Simon approcher. « Nous devons parler ?» dit Simon, sa voix tranchant à travers le bruit du bar. « Maintenant ?»« Je ne sais rien » dit rapidement le barman, trop rapidement. « Vous ne pouvez pas simplement entrer ici et accuser... » « Personne ne t'accuse de quoi que ce soit encore, » interrompit Dupont, « mais 2 officiers ont disparu et tu étais la dernière personne vue en train de parler aux camionneurs qui sont partis juste après le détective Reyes. Donc nous pouvons faire ça ici, devant tout le monde, ou nous pouvons parler en privé. » Les yeux du barman parcourus dans la pièce, peut-être cherchant du soutien ou des issues. Ne trouvant ni l'un ni l'autre, ses épaules s'affaissèrent. Il y a un bureau à l'arrière. Ils le suivirent à travers un couloir étroit, passant devant les toilettes, jusqu'à un bureau exigu qui sentait la cigarette éventée et la bière renversée. Des classeurs métalliques les longeaient un mur, et un bureau débordant de reçus et de factures occupait la majeure partie de l'espace au sol. Simon ferma la porte tandis que Dupont se positionnait là où elle pouvait surveiller à la fois le barman et l'entrée. « Comment t'appelles-tu » commença Simon. « Carlos Mendoza. »« Très bien, Carlos. Voici où nous en sommes. » Simon s'appuya contre le bureau, son ton conversationnel mais ferme. « Nous enquêtons sur des disparitions de jeunes femmes dans le comté de Presidio. Ces affaires semblent liées à des opérations de trafic, possiblement liées à la drogue. Maintenant, dans une ville de cette taille, si des camionneurs transportent quoi que ce soit d'illégal à travers la frontière, quelqu'un dans leur bar préféré le saurait. » Carlos secoua la tête. « Je sers juste des boissons, mec. Je ne pose pas de questions. »« C'est là que tu te trompes, » dit Dupont. « Ne pas poser de questions quand tu sais que des crimes sont commis ? Ça fait de toi un complice. Mais nous aider maintenant, ça fait de toi un témoin. Grande différence dans la façon dont le procureur voit les choses. » Simon regarda Carlos lutter avec ses options. La sueur perlait sur le front du jeune homme malgré la fraîcheur de la nuit. « Tu peux être du bon côté de cette histoire, » insista Simon. « Ou quand nous te relierons à ces réseaux de trafic, et nous le ferons, tu tomberas avec tous les autres. Ton choix. » La résistance de Carlos s'effondra finalement. « D'accord. Écoutez, je ne sais pas tout. Mon travail... Il me paie extra pour surveiller les flics, la DEA, toute personne officielle qui entre. Quand quelqu'un comme vous se présente, je suis censé le faire savoir à certaines personnes. »« Quelles personnes ?» demanda Simon. « Il y a ce groupe, camionneurs, mais pas des camionneurs réguliers. Ils viennent d'Ojinaga. » Carlos s'essuya le visage avec une serviette de bar. « Je leur signale s'il y a de l'agitation, ils le transmettent. »« Ojinaga, Chihuahua, » précisa Dupont, « juste de l'autre côté de la frontière. Comment s'appelle-t-il ? Je les ai entendus utiliser los transportistas parfois, les transporteurs, vraiment original, non ?» Carlos tenta un faible sourire qui mourut rapidement. « Ils passent peut-être 2 fois par semaine, toujours des camions différents, mais le même groupe central de gars. »« Que transportent-ils » demanda Simon, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. Carlos regarda le sol. « Je n'ai jamais demandé directement. On ne pose pas ce genre de questions si on veut continuer à respirer, mais il y a des rumeurs. »« Quel genre de rumeurs ?»« De la drogue, évidemment. Tout le monde le sait, mais parfois, il fit une pause, semblant rassembler son courage. Parfois, je les voyais avec 2 jeunes femmes, pas des prostituées d'outre-frontière, des filles américaines, elles étaient dans les camions, l'air effrayé ou droguées. J'essayais de ne pas remarquer. Simon sentit sa mâchoire se serrer. « Et tu n'as jamais pensé à signaler cela ?»« À qui ?» rétorqua Carlos avec une énergie soudaine. « Vous pensez que vous êtes les premiers flics à passer par ici. Il y en a eu d'autres qui savaient, qui étaient probablement payés pour regarder ailleurs. » Comment étais-je censé savoir à qui faire confiance ? Cela fit réfléchir Simon. Le lien avec Debbie et Trish devenait plus clair. « Tu gardes de la drogue ici ?» demanda Dupont. « Non, je jure sur la tombe de ma mère, pas de drogue dans le bar. Ce n'est pas mon truc. J'observe et je signale. C'est tout. » Simon échangea un regard avec Dupont. Le barman était un petit poisson, un rouage dans une machine plus grande. Mais il pourrait être leur clé pour retrouver les adjointes disparues. « Tu viens au poste » décida Simon.
Nous avons besoin d'une déclaration complète et tu vas nous aider à identifier ces camionneurs à partir de photos. Carlos acquiesça misérablement. Suis-je en état d'arrestation? Ça dépend de ta coopération, dit Dupont. Pour l'instant, tu es un témoin, continue à coopérer et tu le resteras. Ils escortèrent Carlos à travers le bar principal. Plusieurs clients étaient déjà partis, et ceux qui restaient évitaient soigneusement de les regarder. 2 officiers en uniforme les rencontrèrent à la porte pour transporter Carlos au poste. Dehors, Simon se mit immédiatement à la radio, coordonnant avec plusieurs agences. La patrouille frontalière devait examiner leurs caméras pour les camions traversant ces dernières heures. Les officiers au point de contrôle avaient besoin de descriptions des véhicules d'Ojinaga. Et le plus urgent, ils avaient besoin de la coopération des autorités mexicaines. « Obtenez-moi une ligne directe avec la police d'Ojinaga », ordonna Simon à la répartition. « Et mettez-moi en contact avec les bureaux locaux de la DEA et du FBI. Nous avons un trafic international potentiel avec des citoyens américains en danger immédiat. » Alors qu'ils se précipitaient vers leur véhicule, Dupont était déjà au téléphone avec les superviseurs du poste frontalier. Le temps était critique. Chaque minute qui passait emmenait Debbie et Trish plus loin de leur portée, plus profondément dans un cauchemar qui avait apparemment fonctionné sous leur nez pendant des années. S'ils ont traversé avant l'avis de recherche, dit Dupont alors qu'il conduisait, ils pourraient déjà être à Ojinaga. Alors nous suivons, dit Simon d'un air sombre. Le trajet jusqu'au poste frontalier prit 15 minutes, Simon poussant la voiture de patrouille à ses limites tandis que Dupont coordonnait avec plusieurs agences par radio et téléphone. Le pont international Presidio-Ojinaga se profilait devant eux, ses lumières créant une aube artificielle dans l'obscurité du désert. La sécurité frontalière avait mis en place un contrôle supplémentaire à la demande de Simon. Un agent les rencontra au point de contrôle, son visage sinistre. « Détective Reyes, nous avons examiné les images. Un semi-remorque Freightliner a traversé à 23h02, environ 8 minutes avant votre avis de recherche. Plaque mexicaine, enregistrée à une société de transport à Ojinaga. C'est notre camion, confirma Simon. Quelle est la procédure pour la poursuite? L'agent lui tendit une tablette montrant les images de la traversée. Le FBI et la DEA coordonnent-ils déjà avec leurs homologues mexicains. Puisqu'il s'agit d'un potentiel enlèvement d'officiers de police américains, vous fonctionnerez selon les protocoles de l'initiative bilatérale sur les affaires. La police fédérale mexicaine a juridiction, mais vous pouvez observer et assister. En quelques minutes, un convoi s'était formé. Des agents du FBI dans leurs SUV noirs, des véhicules de la DEA et plusieurs unités de la police fédérale mexicaine qui avaient traversé pour les escorter. Les formalités administratives furent accélérées. En 2001, la coopération post-ALENA entre les agences évoluait encore, mais l'enlèvement d'officiers américains déclenchait des protocoles d'urgence. Alors qu'ils traversèrent le pont, le Rio Grande, un ruban sombre en dessous, Simon ressentit le poids de quitter la juridiction américaine. Au Mexique, ils serèrent des invités dépendant de la coopération de leurs homologues. Le commandant de la police fédérale mexicaine, le capitaine Roberto Hernandez, les rencontra du côté d'Ojinaga. Un officier vétéran aux tempes grisonnantes, il parlait un excellent anglais. « Détective Reyes, nous avons suivi le véhicule. Nos unités de surveillance l'ont suivi jusqu'à la cale Révolution dans le district de la Zona Rosa. Le quartier rouge, traduisit Dupont inutilement. Si, le camion est stationné devant la Rosa de Fuego, la Rose de Feu. C'est un établissement connu avec des connexions au cartel. Nous construisions un dossier mais n'avions pas encore agi. » L'expression d'Hernandez était sévère. « Vos officiers disparus ont accéléré notre calendrier. » Le convoi se déplaça à travers les rues d'Ojinaga, un mélange de routes pavées et de chemins de terre. La ville était plus petite que Presidio, mais plus densément peuplée, avec des bâtiments serrés les uns contre les autres et des ruelles étroites entre eux. En entrant dans la Zona Rosa, le caractère changeait. Des enseignes au néon annonçaient de divers établissements, de la musique se déversait des portes, et des femmes en vêtements révélateurs interpellaient les hommes qui passaient. Calo Révolution était une rue courte et droite bordée de bordels, de bars et de salons de massage. Le Freightliner était garé devant un bâtiment à 2 étages, peint en rose criard avec une enseigne au néon en forme de rose clignotant au-dessus de l'entrée. Plusieurs autres véhicules étaient garés à proximité, suggérant que l'endroit était occupé malgré l'heure tardive. Le capitaine Hernandez coordonna le raid avec une précision militaire. « Nous entrons rapidement, sécurisons toutes les sorties. La DEA s'occupe de toute drogue trouvée. Mes hommes traitent les ressortissants mexicains. Le FBI assiste pour tous les Américains. Détective Reyes, vous et votre partenaire vous concentrez sur la recherche de vos officières. » Ils entrèrent simultanément par les entrées avant et arrière. Simon entendit des cris de « Policia fédéral !» alors qu'il faisait irruption par les portes. L'intérieur était un labyrinthe de couloirs étroits, de petites pièces et d'un espace de bar central. Le chaos éclata, des hommes se précipitant vers les sorties, des femmes criant, le bruit de meubles renversés.
Simon et Dupont se déplaçaient méthodiquement à travers le bâtiment, vérifiant chaque pièce. Ils trouvèrent des jeunes femmes terrifiées, certaines clairement droguées, d'autres simplement résignées à leur sort. Des agents de la DEA sécurisaient déjà des paquets de ce qui semblait être de l'héroïne dans un bureau arrière. La police fédérale mexicaine avait plusieurs hommes face contre terre, y compris certains que Simon reconnaissait du Dustis pur. « Simon !» appela Dupont depuis le 2e étage. « Je les ai trouvés !» Il se précipita dans l'escalier étroit pour trouver Dupont dans une petite pièce où les adjointes Debbie Carr et Trish Morrow étaient assises sur un matelas taché. Elles étaient toujours en uniforme, bien que froissées et sales. Les deux femmes semblaient choquées, des larmes coulant sur leur visage. « Dieu merci !» chuchota Trish. « Nous pensions que personne ne nous trouverait. »« Faites-les sortir d'ici » dit Simon à Dupont. « Je vais continuer à chercher d'autres Américains. » Il continua le long du couloir, vérifiant chaque pièce. La plupart étaient de vide maintenant, leurs occupants ayant fui ou étaient détenus en bas. Dans la dernière pièce au bout du couloir, il la trouva. La femme était assise au bord du lit, vêtue d'une robe de chambre en soie bon marché. Elle avait une quarantaine d'années, son visage autrefois juvénile marqué par des années de vie difficiles. Mais même après 16 ans, même dans cet endroit, Simon reconnut l'adjointe Lila Ortega. Un homme essayait de grimper par la fenêtre, abandonnant sa cliente au premier signe de police. Lila restait parfaitement immobile, fixant Simon avec un mélange de choc et autre chose, honte, résignation. « Madame » commença prudemment Simon en anglais, puis passa à l'espagnol. « Señora, soy détective Simón Reyes del Departamento de Policía de Presidio. »« Je parle anglais » dit Lila, sa voix plate. « Que fait la police américaine ici ?» Simon entra dans la pièce, gardant ses mouvements lents et non menaçants. « Je suis le détective Reyes. J'ai travaillé sur votre affaire de personnes disparues. Vous êtes l'adjointe Lila Ortega, n'est-ce pas ?» Quelque chose vacilla dans ses yeux. Surprise que quelqu'un se souvienne encore de son nom, peut-être. « Vous êtes trop tard. 16 ans en trop tard. »« Il n'est jamais trop tard, » dit doucement Simon. Il contacta Dupont par radio pour continuer à sécuriser Debbie et Trish, puis ferma la porte pour donner de l'intimité à Lila. « Je sais que ce n'est pas comme ça que vous imaginiez être retrouvée. Mais vous étiez une officière respectée, et vous méritez toujours dignité et respect. » Lila rit amèrement, faisant un geste vers la pièce minable. « Dignité ? Regardez ce que je suis devenu. Regardez cet endroit. Je suis exactement le genre de personne que nous arrêtions. »« Vous êtes une victime, » corrigea fermement Simon. « Ce qui vous est arrivé n'était pas votre choix. Et ce matin, nous avons trouvé le shérif Holbrook. Nous savons que vous n'êtes pas parti volontairement. » Au nom de Holbrook, la composition de Lila se brisa. « Ray ? Vous avez trouvé Ray ? Dans des toilettes extérieures dans les montagnes de Chinati. Il a été là tout ce temps. » Simon la regarda traiter cette information. « Votre mère n'a jamais cessé de vous chercher. Elle n'a jamais perdu espoir. » Cela la brisa complètement. Lila enfouit son visage dans ses mains, sanglotant. « Mama, oh mon Dieu, j'ai pensé à elle chaque jour. Mais comment puis-je lui faire face comme ça? Comment puis-je rentrer à la maison après ce que j'ai été, ce que j'ai fait ?» Simon s'assit prudemment sur une chaise en bois en face d'elle, maintenant une distance professionnelle tout en montrant de la compassion. « Vous avez survécu, c'est ce qui compte, et votre mère veut que vous rentriez peu importe quoi. » La porte s'ouvrit et Dupont jeta un coup d'œil à l'intérieur. Debbie et Trish sont sécurisées. L'équipe médicale les examine. D'autres femmes américaines sont aussi en cours de traitement. Simon acquiesça puis se retourna vers Lila. « Nous devrions vous sortir d'ici, vous faire examiner par le personnel médical, puis nous pourrons organiser votre rencontre avec votre mère. Presidio n'est qu'à 30 minutes, elle pourrait être ici dans l'heure. » Lila essuya ses yeux, l'air perdu. « Elle dort probablement. Il est si tard. » « Je ne pense pas qu'elle ait bien dormi depuis 16 ans, dit doucement Simon. « Voulez-vous que je l'appelle ?» Lila le fixa pendant un long moment, puis acquiesça lentement. « Oui, s'il vous plaît, j'ai besoin de ma mère. » Ils l'aidèrent à rassembler le peu de possessions qu'elle avait, principalement juste quelques vêtements usés. La scène en bas était un chaos contrôlé. Les autorités mexicaines traitant les travailleurs et clients du bordel, les agents de la DEA cataloguant la drogue, le FBI interrogeant les victimes potentielles de trafic. À travers tout cela, Simon garda Lila proche, la protégeant des regards et maintenant sa dignité. Dehors, des équipes médicales avaient mis en place une zone de triage. Ils examinèrent Lila en premier, confirmant qu'elle était stable malgré des années d'abus. Debbie et Trish étaient également autorisées pour le transport, bien que les 3 femmes auraient besoin d'examens médicaux complets plus tard. Simon s'éloigna pour appeler Marisol Ortega, sachant qu'il était sur le point de délivrer des nouvelles qui changeraient toute sa vie. Derrière lui, dans la nuit illuminée de néons du quartier le plus sombre d'Ojinaga, 3 femmes qui avaient été perdues dans différentes sortes d'obscurité étaient enfin retrouvées. L'enquête était loin d'être terminée, mais pour l'instant, au moins, elles étaient en sécurité. Le poste de police fédérale d'Ojinaga était un modeste bâtiment en béton qui sentait le café fort et le désinfectant.
Étant donné la nature internationale de l'opération, le capitaine Hernandez avait organisé pour que les entretiens initiaux soient menés ici avant que les citoyens américains ne soient transportés à Presidio. Simon conduisit Lila dans une petite salle d'entretien tandis que Dupont emmenait Debbie et Trish dans une autre. La pièce ne contenait qu'une table métallique et 3 chaises. Lila s'assit en face de Simon, ses mains enroulées autour d'une tasse de café que quelqu'un lui avait apportée. Elle avait changé pour une chemise et un pantalon propre, fournis par la Croix-Rouge mexicaine, mais elle semblait toujours fragile, comme si elle pouvait se briser à tout moment. « Je veux commencer par dire que vous n'êtes pas en état d'arrestation », commença Simon, posant un enregistreur sur la table. « Vous êtes une victime ici, mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé il y a 16 ans et tout ce qui s'est passé depuis. Pouvez-vous faire ça ?» Lila acquiesça, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Par où voulez-vous que je commence ?»« Le début. 15 octobre 1985. Votre relation avec le shérif Holbrook, l'enquête que vous meniez. » Lila prit une respiration tremblante. « Ray et moi enquêtions sur des rumeurs concernant des filles disparues. 3 jeunes femmes du comté de Presidio s'étaient de volatiliser cet été-là, toutes suspectées d'être liées à des opérations de trafic. Nous suivions des pistes depuis des semaines, nous rapprochant de quelque chose d'important. Quelle était votre relation avec Holbrook ? Professionnelle. Il était mon officier formateur quand j'ai rejoint les forces de l'ordre. Malgré ce que Debbie et Trish ont dit plus tard, Ray était un homme bien. Dur, peut-être vieille école, mais il n'a jamais franchi aucune ligne avec moi ou quiconque d'autre que j'ai vu. Elle fit une pause, sirotant son café. Cette nuit-là, après la fin de notre service, nous avons décidé de vérifier le Dusty Spur Saloon. Nos informateurs disaient que les camionneurs là-bas pourraient savoir quelque chose sur les filles disparues. Simon se pencha en avant. « Racontez-moi ce qui s'est passé au bar. » Nous sommes arrivés vers 21h30. L'endroit était occupé, beaucoup de camionneurs. Ray et moi nous sommes séparés pour poser des questions, essayant d'avoir l'air décontracté. Je parlais à des chauffeurs près de la table de billard quand Ray m'a appelé au bar. Il avait commandé 2 bières pour nous, a dit que nous devions nous fondre dans le décor. Son visage s'assombrit avec le souvenir. Je n'y ai pas pensé. Nous avions à peine touché nos boissons quand j'ai commencé à me sentir étourdi. Ray aussi. Je l'ai vu s'agripper au bar essayant de rester debout. Vous avez été drogué. Rohypnol probablement ou quelque chose de similaire. Au moment où nous avons réalisé ce qui se passait, il était trop tard. Nous avons trébuché dehors essayant d'atteindre notre voiture de patrouille, mais il nous attendait. Qui vous attendait ? 4 hommes. J'en ai reconnu un, Raúl Espinosa, qu'on appelait El Lobo. Il dirigeait les opérations de trafic entre Presidio et Ojinaga. Les autres étaient à ses muscles. Les mains de Lila tremblèrent autour de sa tasse de café. Ray a essayé de se battre. Même drogué, il a réussi à sortir son arme. Mais il était en infériorité numérique, désorienté par les drogues. Ils l'ont battu avec des barres de fer. Quand il refusait toujours d'arrêter de se battre, El Lobo lui a tiré dessus, 2 fois dans la poitrine. Simon prenait des notes, son expression neutre malgré l'horreur de ce qu'il entendait. Qu'est-il arrivé ensuite ? Il paniquait. Quelqu'un à l'intérieur du bar avait entendu les coups de feu et appelé. J'étais à peine consciente, mais je les ai entendus se disputer sur ce qu'il fallait faire. Ils m'ont jeté dans une camionnette et j'ai vu qu'ils chargèrent le corps de Ray dans un camion. C'est alors qu'une autre voiture de patrouille est arrivée. « Debbie et Trish ?» Lila acquiesça. Elles répondèrent à l'appel de coups de feu, mais au lieu d'arrêter qui que ce soit, j'ai vu El Lobo leur parler. Même drogué, je pouvais entendre des bribes de la conversation. Argent supplémentaire, protection, blâmer le shérif, il concluait un accord. Simon sentit les pièces s'assembler. Donc Debbie et Trish étaient déjà impliqués avec le cartel ? Je ne pense pas avant cette nuit-là. Mais El Lobo était intelligent. Il savait qu'elles étaient désespérées pour de l'argent. Tout le monde au poste connaissait les dettes de jeu de Debbie et les factures médicales du fils de Trish. Il leur a fait une offre qu'elles ne pouvaient pas refuser. Elles ont aidé à dissimuler le meurtre. Elles ont donné aux hommes d'El Lobo le temps de nettoyer la scène et de s'enfuir. Plus tard, elles ont dû aider à déposer le corps de Ray dans ses toilettes, pensant qu'elle serait vidée et que le corps disparaîtrait. Puis elles ont inventé cette histoire sur Ray les harcelant, le faisant passer pour le méchant qui s'était probablement enfui avec moi. Simon absorba cette information. Cela correspondait à ce que Dupont entendait probablement de Debbie et Trish dans l'autre pièce. Que vous est-il arrivé après cette nuit ? La composition de Lila se brisa finalement. Ils m'ont emmené à Ojinaga, ont brûlé mon identité, m'ont gardé sous sédatif pendant des semaines. Les choses qu'ils ont faites, elles ne purent continuer pendant un moment. Ils m'ont brisé, détective, physiquement, mentalement, sexuellement. Au moment où les drogues se sont dissipées et que j'ai compris où j'étais trop traumatisé pour me battre. Ils m'ont renommé Lucia, m'ont mis au travail dans leur bordel. En 16 ans, vous n'avez jamais essayé de vous échapper ? Comment ? La voix de Lila était amère. Je n'avais pas d'identification, pas d'argent, aucun moyen de prouver qui j'étais. Le bordel était constamment gardé.
D'autres filles qui avaient essayé de s'enfuir étaient battues ou tuées pour l'exemple. Et après un moment, après des années de cette vie, vous commencez à croire que vous le méritez, que c'est qui vous êtes maintenant. Votre photo n'a jamais été largement diffusée, nota Simon. Le scandale autour du prétendu harcèlement de Holbrook a éclipsé tout le reste. El Lobo s'en est vanté une fois. À quel point cela avait parfaitement fonctionné. Tout le monde était tellement concentré sur le shérif étant un prédateur que personne n'a cherché trop fort pour nous deux. Un coup à la porte les interrompit. Dupont entra avec un dossier, son expression sombre. Elle le remit à Simon, qui lut rapidement. Débicard avait tout avoué. Les dettes de jeu qui avaient dû spiraler hors de contrôle, l'accord avec El Lobo, l'aide pour se débarrasser du corps de Holbrook. La déclaration de Triche-Moreau était similaire, motivée par le désespoir de payer les traitements contre la leucémie de son fils. Elles se sont convaincues que Holbrook le méritait, lut Simon à haute voix dans la déclaration de Triche. Soit vous nous aidez, soit vous disparaissez comme les autres. C'est ce qu'El Lobo leur a dit. Ce matin, quand vous avez trouvé le corps de Ray, elles savaient que c'était fini, dit Lila. Elles ont dû essayer de se retirer de leur accord avec le cartel. Et se sont fait attraper pour leur peine, confirma Simon. Le cartel ne pouvait pas risquer qu'elles parlent. Un autre coup, un officier mexicain les informant en espagnol que la mère de Lila était arrivée. Simon vit le visage de Lila pâlir. Elle est ici? Mais comment a-t-elle traversé si rapidement? Les agents frontaliers ont accéléré son passage. Elle attend ce moment depuis 16 ans. Simon se leva. Avant que nous sortions, l'équipe médicale devrait vous examiner correctement. Ensuite, nous organiserons une garde protectrice pour vous deux. Un placement en maison sécurisée pendant que nous constituons le dossier contre El Lobo et son organisation. Ils sortirent de la salle d'entretien dans l'espace principal du poste. De l'autre côté de la pièce, Simon vit Déby et Triche être traités par les autorités mexicaines avant leur transport de retour à Presidio pour un enregistrement formel. Les deux femmes gardèrent la tête baissée, incapables de croiser le regard de quiconque, puis Simon la vit, Marisol Ortega, debout près de l'entrée, serrant un petit sac à main. 16 ans de chagrin et d'espoir l'avaient dévieilli, mais ses yeux étaient toujours vifs, toujours en quête. Quand elle vit Lila, sa main vola à sa bouche. « Mija, Erstou, ma fille, c'est toi ?» Lila fit un pas hésitant en avant. « Maman, je suis tellement désolée, je suis si sale, si brisée. Je ne mérite pas d'être une officière de police. Je n'ai même pas pu me protéger. Comment pourrais-je protéger quelqu'un d'autre? J'ai fait des choses terribles, je suis devenue le genre de personne que nous arrêtions autrefois. » Mais Marisol se déplaçait déjà, traversant la pièce en pas rapide, pour prendre sa fille dans ses bras. « Non, non, mis à mort, rien de ce qui s'est passé n'était ta faute. Tu es ma fille, et je t'aime quoi qu'il arrive. Nous pouvons recommencer. Il y a des gens qui nous aideront. » Elles s'accrochaient l'une à l'autre, 16 ans de séparation se dissolvant en larmes. Autour d'elles, des policiers endurcis se détournaient pour leur donner de l'intimité, plus d'un essuyant ses yeux. Simon s'approcha d'elle doucement. « Madame Ortega, nous avons secouru des dizaines de femmes ce soir de ce bordel. La DEA et les autorités mexicaines sont en train de faire des descentes dans les entrepôts du cartel. La survie de votre fille va nous aider à démanteler tout un réseau de trafic. » Marisol serra Lila plus fort. « Elle a survécu. C'est tout ce qui compte. » « Nous devons emmener Lila à l'hôpital pour une évaluation médicale complète, » continua Simon. « Vous pouvez bien sûr l'accompagner. Nous aurons de la sécurité avec vous à tout moment, puis nous vous déplacerons toutes les deux dans une maison sécurisée jusqu'à ce que les procès soient terminés. » Les deux femmes acquiescèrent, se tenant toujours l'une à l'autre. Alors qu'elles marchaient vers les véhicules de police qui attendaient, Lila se retourna vers Simon. « Détective, merci de ne pas avoir abandonné, de me voir toujours comme une personne, pas seulement ce que je suis devenu. Vous avez toujours été l'adjointe Lila Ortega, dit fermement Simon. Une bonne officière qui a été trahie par les personnes qui auraient dû la protéger. Rien de ce qui s'est passé ne change cela. » Alors qu'elles sortèrent dans l'obscurité précédant l'aube, la ville d'Ojinaga dormait encore, ignorant qu'un cauchemar de 16 ans venait enfin de s'achever. La voiture de police s'éloigna du poste, transportant une mère et sa fille vers la guérison, tandis que derrière elle, les rouages de la justice commençaient à tourner. En fin de compte, Simon réfléchit, la vérité avait été enterrée dans les endroits les plus sombres, dans des toilettes abandonnées, dans un bordel frontalier, dans les cœurs corrompus de ceux qui avaient juré de protéger et de servir. Mais la vérité, comme l'espoir, avait une façon de survivre même à l'obscurité la plus profonde, et parfois, contre toute attente, les perdus pouvaient encore être retrouvés.